Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, lu par moi. Aujourd'hui, on ne brûle pas les livres, ou plutôt, on ne les brûle plus. Il arrive qu'on les interdise, et encore, rares sont les pays occidentaux où une censure officielle continue de s'exercer sur les œuvres de l'esprit. Aujourd'hui, lorsqu'un livre gêne, on lance des tueurs contre son auteur. On met à prix la tête d'un Salman Rushdie, coupable d'avoir écrit des versets sataniques jugés incompatibles avec le respect dû au Coran par ceux qui s'en estiment les vrais gardiens et les vrais interprètes. Ou on porte plainte contre l'éditeur dans l'espoir d'obtenir que le livre ne soit plus en librairie et que le dit éditeur soit frappé de lourdes amendes. Les articles L227-24 et R624-2 du nouveau code pénal autorisent n'importe quelle ligue de vertu à se lancer dans ce genre de procédure. Ou, dans l'éventualité d'un film considéré comme offensant, les soi-disant offensés font pression sur les pouvoirs publics pour que celui-ci soit retiré de l'affiche. Cette pression pouvant aller, dans les cas les plus extrêmes, celui de la dernière tentation du Christ, de Martin Scorsese par exemple, jusqu'à la mise à feu d'une salle de cinéma. Mais le jour où un service organisé comme celui des pompiers incendiaires de Bradbury sera chargé de la destruction systématique des livres au nom du caractère subversif de toute démarche créatrice, écriture aussi bien que lecture, paraît relever d'un futur bien lointain, voire parfaitement improbable. Est-ce à dire que Fahrenheit 451 fait partie de ces visions d'avenir qui, parce qu'elles n'ont pas été confirmées par l'histoire, se trouvent frappées d'obsolescence ? La réponse est évidemment non. D'abord, lorsque le roman de Bradbury paraît en feuilleton en 1953, il relève de la littérature d'actualité, un sartrien dirait engagé, beaucoup plus que de la science-fiction. 1953, c'est en effet l'année où culmine aux États-Unis la psychose anticommuniste engendrée par la guerre de Corée et les premières explosions atomiques soviétiques et entretenues par divers hommes politiques, dont le plus connu, parce que le plus paranoïaque et le plus remuant, reste le sénateur Joseph McCarthy. En juin, les époux Rosenberg, condamnés à mort depuis 1951 pour avoir prétendument livré des secrets atomiques au vice-consul soviétique à New York, passent sur la chaise électrique, une autre forme d'élimination par le feu. Fahrenheit 451 a été écrit précisément pour que l'univers terrifiant qui est imaginé ne devienne jamais réalité. Paradoxe ? Si l'on veut, si l'on s'obstine à penser que la fonction de l'anticipation est de prédire l'avenir. Mais avec le recul, on peut affirmer que ce livre a constitué une partition de poids dans le concert de ceux qui dénonçaient les dérives fascisantes de la commission chargée des activités anti-américaines et plus tard du maccarthisme, car bien entendu, ce n'était pas toute l'Amérique qui avait la hantise du communisme. En d'autres termes, l'histoire du pompier Montag ne fait pas seulement partie de l'histoire, elle a contribué, sinon à la faire, du moins à la détourner de certaines de ses tentations les plus dangereuses. Et y contribue encore. Le plaisir d'incendier. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. Les poings serrés sur l'embout de cuivre, armé de ce python géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes, et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre dirigeant toutes les symphonies en feu majeur, pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire. Son casque symbolique numéroté 451 sur sa tête massive, une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui allait se produire. Il actionna l'igniteur d'une chiquenaude et la maison décolla dans un feu vorace qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune et de noir. Comme à la parade, il avança dans une nuée de lucioles. Il aurait surtout voulu, conformément à la vieille plaisanterie, plonger dans le brasier une boule de guimauve piquée au bout d'un bâton, tandis que les livres, comme autant de pigeons battant des ailes, mouraient sur le seuil et la pelouse de la maison. Tandis que les livres s'envolaient en tourbillons d'étincelles, avant d'être emportés par un vent noir de suie. Montag arbora le sourire féroce de tous les hommes roussis et repoussés par les flammes. Il savait qu'à son retour à la caserne, il lancerait un clin d'œil à son reflet dans la glace, à ce nègre de music-hall passé au bouchon brûlé. Plus tard, au bord du sommeil, dans le noir, il sentirait ce sourire farouche toujours prisonnier des muscles de son visage. Jamais il ne le quittait, ce sourire. Jamais, au grand jamais, autant qu'il s'en souvint.
Il accrocha son casque noir cloporte et le lustra, suspendit avec soin son blouson inifugé, se doucha avec volupté, puis, sifflotant, les mains dans les poches, traversa l'étage supérieur de la caserne et se laissa tomber dans le trou. Au dernier instant, au bord de la catastrophe, il retira les mains de ses poches et freina sa chute en agrippant le mât de cuivre. Il s'immobilisa dans un crissement, les talons à 2 centimètres du sol de béton. Il sortit de la caserne et enfila la rue aux couleurs de minuit en direction du métro. Sous la pression de l'air comprimé, la rame fila sans bruit le long de son conduit souterrain lubrifié et le déposa dans une grande bouffée d'air chaud sur les carreaux crémeux de l'escalier mécanique qui débouchait sur la banlieue. Toujours sifflotant, il se laissa emporter dans le calme de l'air nocturne. Il se dirigea vers l'angle de la rue, sans penser à rien de particulier. Avant d'atteindre le coin, pourtant, il ralentit comme si un souffle de vent s'était levé de nulle part, comme s'il s'était entendu appeler par son nom. Son mental, se projetant pour lui par-delà l'angle, avait perçu un souffle à peine audible. Un bruit de respiration, ou l'air était-il comprimé par la seule présence de quelqu'un qui se tenait là dans le plus profond silence, aux aguets? Il tourna l'angle. Les feuilles d'automne voletaient au ras du trottoir baigné de lune, donnant l'impression que la jeune fille qui s'y déplaçait, comme fixée sur un tapis roulant, se laissait emporter par le mouvement du vent et des feuilles. La tête à demi penchée vers le sol, elle regardait ses chaussures rompre le tourbillon des feuilles. Elle avait un visage menu, d'un blanc laiteux, et il s'en dégageait une espèce d'avidité sereine, d'inlassable curiosité pour tout ce qui l'entourait. Son expression suggérait une vague surprise, ses yeux sombres se fixaient sur le monde avec une telle intensité que nul mouvement ne leur échappait. Sa robe blanche froufroutait. Il crut presque entendre le balancement de ses mains, tandis qu'elle avançait. Puis ce son infime, l'éclair blanc de son visage qui se tournait au moment où elle découvrit, planté au milieu du trottoir, tout près, un homme qui attendait. Au-dessus d'eux, les arbres laissèrent bruyamment tomber leur pluie sèche. La jeune fille s'arrêta, au bord, semblait-il, d'un mouvement de recul, dû à sa surprise, mais il n'en fut rien. Immobile, elle fixait sur Montag des yeux si noirs, si brillants, si pleins de vie, qu'il eut l'impression d'avoir dit quelque chose d'extraordinaire. Mais il savait que ses lèvres n'avaient bougé que pour lancer un vague salut, et lorsqu'il la vit comme hypnotisée par la salamandre sur son bras et le cercle au phénix sur sa poitrine, il reprit la parole. « Mais bien sûr, dit-il, vous êtes nouvelle dans le voisinage, n'est-ce pas ? Et vous devez être... » Elle détacha ses yeux des insignes professionnels. « Le pompier. »« Ça ne vous dérange pas si je m'en retourne avec vous ? Je m'appelle Clarisse McClellan. »« Clarisse. Guy Montag. Allons-y. Qu'est-ce que vous fabriquez dehors à une heure aussi tardive ? Quel âge avez-vous ? » Ils avançaient sur le trottoir argenté, dans la nuit où soufflait à la fois le chaud et le frais. Un soupçon d'abricots et de fraises fraîchement cueillis flottait dans l'air. Il regarda autour de lui et se rendit compte que c'était absolument impossible à une époque aussi avancée de l'année. Il n'y avait plus maintenant que la jeune fille marchant à ses côtés, le visage brillant comme neige dans le clair de lune, et il savait qu'elle réfléchissait à ses questions, cherchant les meilleures réponses à lui donner. « Eh bien, dit-elle, j'ai 17 ans et je suis folle. Mon oncle affirme que les deux vont toujours ensemble. Lorsqu'on te demande ton âge, m'a-t-il dit, réponds toujours que tu as 17 ans et que tu es folle. N'est-ce pas agréable de se promener à cette heure de la nuit ? J'aime humer les choses, regarder les choses, et il m'arrive de rester toute la nuit debout, à marcher, et de regarder le soleil se lever. Vous permettez que je vous pose une question ? Dit alors Clarisse McClellan. Depuis combien de temps êtes-vous pompier ? Depuis l'âge de 20 ans. Ça fait 10 ans. Vous arrive-t-il de lire les livres que vous brûlez ? Il éclata de rire. C'est contre la loi. Ah oui, c'est vrai. C'est un chouette boulot. Le lundi, brûle Millet, le mercredi, Whitman, le vendredi, Faulkner, réduis-les en cendres et puis brûle les cendres. C'est notre slogan officiel. Ils firent quelques mètres et la jeune fille demanda. C'est vrai qu'autrefois les pompiers éteignaient le feu au lieu de l'allumer ? Non. Les maisons ont toujours été ignifugées. Croyez-moi.